Je m'appelle Alicia, j'ai 26 ans et je milite depuis 2 ans pour changer la loi sur l'obligation alimentaire puisque je suis la fille d'un criminel et qu'un jour peut-être je devrais payer pour subvenir à ses besoins. J'ai appris quand j'avais 13 ans que mon père était incarcéré pour répété pendant plusieurs années sur ma sœur de cœur, à savoir la fille de son ex-femme qui l'a élevée et fait grandir comme sa propre fille. Et ça a été pour moi très choquant et suite à ça, j'ai décidé de couper les ponts avec mon géniteur. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je n'ai aucun contact avec lui. Je m'en souviens très bien, la première fois que j'ai entendu parler de la loi, j'avais 23 ans. Et après des années à consulter des psychologues, à essayer de me reconstruire de la nouvelle tragique que j'avais appris, j'ai décidé que je voulais tout mettre en place pour me détacher juridiquement de mon géniteur. À la base, je pensais surtout au nom de famille. Je me disais que j'allais changer de nom de famille, reprendre celui de ma mère. Et je pensais aussi aux frais d'obsèques et au refus d'héritage, ce genre de choses. Et je me demandais si c'était possible de les anticiper pour être détachée et tranquille et ne plus jamais avoir à repenser à lui, que ce soit à son décès ou autre. Et donc j'ai été consulter une juriste dans une association, le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et de la famille. Et cette juriste m'a annoncé qu'il serait très compliqué pour moi de changer de nom de famille, que ça allait être coûteux autant psychologiquement que financièrement, et que j'étais soumise à une obligation, l'obligation alimentaire, comme tout un chacun en France. On est les obligés alimentaires de nos parents. Alors l'obligation alimentaire est une loi de 1805, donc c'est une loi littéralement napoléonienne, époque durant laquelle les familles entières vivaient sous le même toit, de génération en génération. On avait le petit-fils, l'arrière-petit-fils et le grand-père sous le même toit. Les gens vivaient beaucoup moins vieux aussi d'ailleurs. Bref, du coup, cette loi prévoyait effectivement une obligation de éventuellement devoir loger son parent si on en avait la capacité dans notre maison. Et ça, c'est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une pièce en plus chez nous, on peut être obligé d'héberger notre parent. Et donc, ce jour-là, le ciel est tombé sur ma tête et je l'ai vécu comme une très grande injustice. Quand je suis sortie de chez cette juriste, je me suis promis de changer les choses. Et je ne pensais pas que j'arriverais là où je suis aujourd'hui avec un collectif, etc. Et du coup, quand la juriste me parle de l'obligation alimentaire, je lui demande s'il n'y a pas des démarches qui sont possibles pour se désolidariser en avance de cette obligation, pour s'en exempter. Elle me dit que rien n'est possible, que la seule chose que je peux faire, c'est créer un dossier avec une multitude de preuves de la défaillance de mon parent, donc des témoignages de proches, etc. Mais qu'il n'est pas possible d'anticiper et que quoi qu'il arrive, je dois attendre qu'on me contacte pour payer pour mon géniteur et qu'à ce moment-là, je pourrais saisir un juge et lui présenter ce dossier que j'aurais préparé. Moi, au moment où je consulte cette juriste, j'ai 23 ans, je suis étudiante, donc je comprends très vite que le changement de nom, ça va être compliqué pour moi, j'ai pas forcément les moyens. Et je comprends aussi très vite, effectivement, que pour l'obligation alimentaire, il va falloir soit que je change les choses, soit que j'accepte la réalité des choses. Et en fait, quand je sors de chez cette juriste, quelques jours plus tard, coup du destin, je vois un article de presse qui parle d'un collectif qui s'appelle Porte mon nom, qui est mené par Marine Gatineau-Dupré et qui vise à changer la loi justement sur le nom de famille. Et donc je m'intègre à ce collectif et j'aide comme je peux Marine à faire changer la loi et donc la loi change et j'ai pu changer de nom de famille et devenir très amie avec Marine avec qui j'ai aujourd'hui cofondé le collectif Les Liens Ensemble pour changer la loi sur l'obligation alimentaire. Le jour où je me suis rendue à l'état civil pour changer de nom, j'étais ravie, j'étais d'autant plus ravie d'avoir pu participer à ce grand changement. Je me rappelle, l'officier d'état civil m'a dit que c'était vraiment une loi qui avait été attendue par de nombreuses personnes, qu'ils avaient eu un nombre énorme de personnes qui sont venues changer de nom de famille. Et donc à ce moment-là, j'ai ressenti une certaine fierté d'avoir participé à ça et un soulagement de pouvoir enfin enlever ce nom de famille. Mais à ce moment-là, j'avais quand même encore dans un coin de ma tête l'obligation alimentaire qui finalement me relie encore plus à mon géniteur que mon nom. Je me suis rendue à l'Assemblée nationale. En fait, quand j'ai contacté Marine pour lui proposer mon aide sur le collectif,
En fait, le feeling est passé très rapidement et un jour, j'ai reçu un appel de sa part et elle m'a dit « Écoute, je vais à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Accompagne-moi et viens témoigner, raconte ton histoire au député qui prend en charge le dépôt de loi. » Et donc moi j'ai accepté directement et effectivement je me suis rendue à l'Assemblée nationale et j'ai pu témoigner de mon histoire à ce moment-là. J'ai aussi témoigné dans de nombreux médias à l'époque, mais de manière anonyme. Enfin, à l'heure actuelle, je n'ai pas de pension à donner à mon géniteur, je ne sais ni où il est ni ce qu'il fait. Je n'ai aucun contact, mais je vis par contre l'obligation alimentaire comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est déjà trop pour moi de savoir qu'un jour on pourrait me demander de payer pour lui. Si je me bats aujourd'hui, c'est parce que j'ai du mal à imaginer comment je pourrais faire autrement. Je pense que j'ai un tempérament qui est tel que j'ai du mal à accepter mon sort quand celui-ci me semble injuste. Je ne sais pas comment je vivrais avec si j'avais pas ce combat-là. En tout cas, aujourd'hui, je me bats et donc ça facilite grandement le fait de vivre avec ce risque-là, on va dire. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'aurais tout fait pour m'en prémunir et pour me protéger de ça. Effectivement, il y a un terme qui me glace le sang, c'est le terme de condamnation. En général, quand un enfant qui a été victime de maltraitance, d'abus, d'abandon, fait appel à un juge aux affaires familiales pour demander à être exempté de l'obligation alimentaire, lorsque le juge refuse de l'exempter, on dit que la personne qui va payer est condamnée. Ce qui finalement déplace un petit peu le rôle de victime et de coupable. Et on a effectivement de nombreuses victimes de parents défaillants qui sont condamnées à payer et qui viennent vers nous avec un sentiment d'injustice absolument énorme et totalement compréhensible et qui nous disent « En fait, j'ai l'impression d'être coupable. La justice ne m'a jamais protégée quand j'étais enfant, on ne m'a pas écoutée, on ne m'a pas cru, j'ai pas eu l'occasion de parler, de m'exprimer, personne n'a vu les souffrances que j'endurais et aujourd'hui, en plus de ça, c'est la double peine pour moi. Et on me demande de payer pour ce parent et je me sens condamnée injustement et c'est extrêmement dur pour les victimes qui sont condamnées. C'est pas encore mon cas donc je peux pas parler réellement à leur place, je peux que transmettre les témoignages qui me sont donnés. Je pense que si ça m'arrive, effectivement, je vais le vivre très mal parce qu'en aucun cas on a à être tenu responsable de quoi que ce soit et encore moins de nos parents. Alors effectivement, c'est une double peine qui est d'abord, avant tout psychologique. Finalement, la notion d'argent, elle entre très peu en compte dans les témoignages que je reçois et dans ma propre histoire. C'est pas payer qui nous dérange profondément, c'est payer pour ce parent. En fait, c'est vraiment psychologique avant tout. Les personnes qui sont confrontées à l'obligation alimentaire et qui ont eu des parents défaillants sont des personnes qui ont déjà énormément souffert durant l'enfance, qui pour certaines ont mis des années à se reconstruire, qui ont mis en place tout un tas de choses, des rendez-vous chez des psychologues, qui ont dépensé énormément d'argent d'ailleurs pour cette reconstruction-là. Et c'est totalement injuste qu'on vienne derrière leur demander quoi que ce soit pour leurs parents et qu'on vienne leur demander de se replonger dans une histoire difficile, que ce soit par ce virement qui va être opéré tous les mois ou par ce processus avec un juge aux affaires familiales qui aussi demande à se replonger dans son enfance en allant chercher des preuves qui en plus la plupart du temps sont malheureusement inexistantes. Comment prouver qu'on a subi des maltraitances 30 ou 40 ans après quand la justice elle-même n'a jamais attesté de ces dernières. C'est sûr que malheureusement la justice elle-même ne peut pas récupérer les preuves puisque, comme je le disais, bien souvent elles n'existent plus ou pas. Mais oui, c'est aberrant que la charge de la preuve incombe à la victime. Effectivement, je pense aussi, toujours dans cette idée de victime et de bourreau, il y a aussi quelque chose malheureusement qui rentre en compte, c'est qu'on a tendance à avoir une empathie exacerbée pour les personnes âgées, tout comme les enfants. Une personne âgée, aussi mignonne soit-elle, si elle a fait du mal dans son passé, elle a fait du mal dans son passé et le fait qu'elle soit âgée n'excuse en rien ce qu'elle a pu commettre. Et donc il y a aussi ce travail à faire d'arrêter de mettre sur un piédestal des personnes âgées juste parce qu'elles sont âgées. Un papy ou une mamie, aussi mignon soit-il, encore une fois,
ont pu être des monstres avec leurs enfants et ça n'efface rien. Alors sans parler des violences qu'on a pu avoir dans le passé, je pense que la justice ne prend pas assez en compte les violences faites aux enfants de manière globale. C'est marrant, c'est marrant, non. Tout à l'heure, j'étais sur Instagram et c'est vrai que du coup, je suis pas mal d'associations qui viennent en aide aux enfants victimes et je suis tombée sur un chiffre qui m'a semblé assez fou, qui est que moins de 8% des enfants victimes de violences sont reconnus par la justice en France. Donc on peut s'imaginer le nombre d'adultes qui ont subi des violences durant l'enfance et qui n'ont jamais été reconnus par la justice et qui donc, encore une fois, n'ont pas de preuves. C'est vrai qu'en France, il y a une certaine... on met la famille sur un piédestal et on sacralise énormément la famille, je pense que c'est le mot. Sauf que famille ou pas, on ne peut pas forcer un lien d'amour. Et je pense effectivement qu'il y a un problème là-dessus. En fait, avec ces lois-là, quelque part, on force un lien entre le parent et les enfants qui parfois est juste toxique et n'a pas lieu d'être. Et je pense que l'amour devrait être un lien libre et pas un lien forcé. On ne peut pas forcer à aimer, tout comme malheureusement on ne peut pas forcer un parent à aimer son enfant et à bien le traiter. On ne peut pas non plus forcer un enfant à garder des liens avec son parent et à subvenir à ses besoins plus tard. De toute manière, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est qu'un enfant ne choisit pas de naître, quand la plupart du temps un parent décide de faire un enfant. Donc à partir de là, cette loi me paraît même obsolète. Je ne comprends même pas comment c'est possible qu'un enfant puisse avoir une obligation envers ses parents. Même si l'enfant aurait bien été traité, c'est une loi que je ne trouve pas forcément logique de base. Bien que je m'entende extrêmement bien avec ma mère, que je l'aime de tout mon cœur et que je ferai tout pour l'aider si elle a besoin, c'est quelque chose qui doit se faire spontanément et qui ne devrait pas être régi par une loi selon moi. Alors non, il n'y a pas de moyen facile, par contre je le vois déjà venir dans les commentaires de la vidéo puisque c'est ce qui revient à chaque fois. Effectivement, il existe l'article 207 du Code civil qui permet par le biais d'un CERFA, comme je le disais tout à l'heure, de faire appel à un juge aux affaires familiales pour tenter de contester l'obligation alimentaire. Les chiffres sont aberrants. Il y a très peu de personnes qui sont exemptées de cette obligation alimentaire en passant par un juge. Donc oui, cette loi existe, l'article 207 existe, mais il est totalement insuffisant et totalement inadapté aux situations que de nombreuses personnes rencontrent, malheureusement. Ce CERFA-là et l'article 207, il rentre en vigueur et on peut l'utiliser uniquement quand on est contraint à payer. Donc quand on reçoit le courrier du CCAS qui nous invite à payer pour notre parent. Donc il n'y a pas d'anticipation possible. C'est aussi quelque chose qu'on dénonce parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 26 ans, je pense qu'il me reste quelques années avant que cette obligation alimentaire puisse me tomber dessus. En attendant, c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je ne peux rien faire, je n'ai qu'à attendre. Et c'est aussi insupportable pour de nombreuses victimes. Donc on aimerait aussi effectivement qu'il y ait une possibilité d'anticipation sur cette obligation alimentaire. Alors oui, effectivement, tout le monde est concerné par l'obligation alimentaire. On a même des témoignages de personnes qui ont été reconnues à la naissance par une personne, qui ont été adoptées par la suite, je crois de manière non plénière, et qui sont donc obligées alimentaires de 3 parents. C'est aussi possible. Donc oui, tout le monde est concerné. À partir du moment où on a été déclaré à la naissance par un individu, on est concerné par l'obligation alimentaire. On reçoit énormément de témoignages de personnes à la fois qui, comme moi, anticipent l'obligation alimentaire et vivent très mal l'idée de devoir un jour peut-être payer pour un parent. Et de l'autre côté, effectivement, on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui, elles, ont déjà reçu le courrier du CCAS et qui sont totalement démunies. Souvent, ce sont des personnes qui n'avaient pas connaissance de l'obligation alimentaire avant. Et donc, en fait, du jour au lendemain, elles reçoivent ce courrier et elles sont totalement dépassées par ça. Et c'est une nouvelle qui est très difficile à encaisser. L'obligation alimentaire, elle se manifeste il y a 2 possibilités. La plus courante, c'est à l'entrée en EHPAD. En fait, on le sait, aujourd'hui, les retraites sont très basses et les frais d'EHPAD, eux, sont très hauts. On est, je crois, en moyenne sur 2 000 € par mois pour une personne en EHPAD. Donc tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, de payer sa propre pension à l'EHPAD. Donc souvent, à ce moment-là, on vient chercher les enfants. L'autre possibilité qui est quand même beaucoup plus rare, même si on a eu des témoignages de personnes qui ont été confrontées à l'obligation alimentaire sous cette forme, c'est la possibilité pour les parents
ça m'embête presque de le communiquer parce que Dieu merci, peu sont au courant, la possibilité pour les parents, s'ils sont en difficulté à n'importe quel moment de leur vie, de saisir un juge aux affaires familiales et de demander à établir une sorte de jugement pour potentiellement toucher une pension alimentaire de la part de leurs enfants, ou bien être logés par leurs enfants, ou bien que leurs enfants les aident à faire leurs courses, peu importe. Là, effectivement, le parent peut demander une aide en nature ou financière, mais il faut qu'il fasse lui-même la démarche de saisir un juge aux affaires familiales. Effectivement, si on est condamné à payer et qu'on ne paye pas, on risque une peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ce sujet est aussi méconnu. Moi je pense que c'est parce que ça touche à tout un tas de tabous dans la société. Le premier étant la vieillesse, la mort, la fin de vie. On a tendance à très peu parler de la fin de vie, encore plus de nos parents, parce que forcément c'est quelque chose qu'on appréhende, donc on ne va pas naturellement aller se renseigner sur la fin de vie de nos parents, ce qui est plutôt sain en vrai, mais il faut quand même prévoir, il faut quand même parler de ce genre de sujet, parce que on va tous être vieux et on doit tous, c'est de la responsabilité aussi je pense de chacun que de prévoir pour ses vieux jours, surtout quand on a des enfants. Ensuite ça touche à un deuxième tabou qui est l'argent. C'est vrai que on peut vite passer pour des enfants ingrats quand on ne veut pas payer. Moi je le vois souvent, c'est des critiques que j'ai tendance à recevoir. T'étais bien contente que ton père soit là pour toi. Alors ouais, il a été là pour moi jusqu'à mes 13 ans et après il n'a plus donné un sou pour moi. Et quand bien même, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est même pas une question d'argent en fait. Et ouais, du coup, je pense que ça touche à trop de tabous. Il y a aussi cette sacralisation de la famille, donc on n'ose pas dire qu'on se désolidarise d'un parent. Et c'est tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, très peu de personnes connaissent l'obligation alimentaire quand ils ne sont pas directement concernés ou quand, comme moi, ils ne cherchent pas à anticiper pour leur avenir, quoi, quelque part. Je pense qu'il y a un problème de fond, comme je le disais. Moi, j'estime que c'est pas aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents, que c'est aussi la responsabilité du parent que de s'assurer qu'il pourra avoir une fin de vie digne. Même si j'entends, il peut y avoir effectivement tout un tas de choses qui rentrent en compte et qui rentrent en jeu. Et j'entends totalement qu'il y ait des personnes qui malheureusement n'aient pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins durant leur vieillesse. Je pense que les enfants malheureusement n'ont rien à faire là et ça devrait être quelque chose de naturel. Hein. Moi, j'empêcherai jamais un enfant d'aider ses parents, mais ça devrait être un choix. Et ouais, je pense aussi qu'il y aurait peut-être potentiellement d'autres choses à mettre en place, peut-être un système qui se rapproche un peu du système de retraite ou du système de santé, parce que les personnes qui sont en EHPAD aujourd'hui, ça reste des personnes qui ont des problèmes de santé, certes, qui sont en perte d'autonomie par rapport à des problèmes de santé. Donc c'est vrai qu'au début du collectif, il y a eu toutes ces questions qui se sont posées de pourquoi, à partir du moment où la personne est âgée, ça rentre plus dans le système de santé classique. Donc oui, je pense qu'il y aurait des choses à mettre en place. Dans un premier temps, il va falloir dépoussiérer cette loi pour qu'elle soit plus juste et peut-être après lancer d'autres débats un peu plus profonds, un peu plus grands et voir peut-être comment on pourrait changer un petit peu notre système à ce niveau-là. En tout cas, dans un premier temps, déjà, changer la loi et prévoir des choses pour les enfants victimes de parents défaillants, je pense que ce serait un bon début. On est aussi obligé alimentaire, effectivement, de nos beaux-parents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mariez, vous êtes également obligé alimentaire des parents de votre mari ou de votre femme. Et on a pas mal de témoignages d'ailleurs de maris et femmes qui viennent et qui s'inquiètent de devoir payer pour le parent de leur conjoint qui a été un mauvais parent et ils disent c'est triste parce que nous on va devoir sacrifier nos enfants pour ce parent qui était absent, maltraitant ou autre. J'ai aussi un témoignage qui m'a fortement marqué. Une femme est venue m'écrire et m'a expliqué que son mari était décédé. Mais du coup, il est décédé et elle est toujours mariée à lui. Et aujourd'hui, elle doit payer pour sa belle-mère, du coup, et priver son fils, qui a déjà perdu son papa, pour cette femme qui a maltraité son défunt mari. Et c'est des situations qui sont ubuesques et affreuses, quoi. Mais même sans parler de victime ou pas victime, on impose un lien entre enfants et parents et il y a même, je pense, des situations dans lesquelles le parent n'a même pas forcément commis d'infraction pénalement répréhensible, mais qui auront quand même fait du mal à l'enfant et qui seront peut-être légitimes aux yeux de l'enfant pour couper les ponts ou autre. La loi, quelque part, oblige un lien entre le parent et ses enfants.
J'ai cofondé le collectif Les Liens en Sang avec Marine Gatineau-Dupré quelques temps après la fin du combat pour le nom de famille, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et on a pour objectif d'alerter les consciences autour de l'obligation alimentaire et d'alerter surtout le gouvernement pour que la loi change. On a d'ailleurs on a fait un gros travail avec le sénateur Xavier Iacovelli qui a déposé une loi au Sénat qui a été débattue en octobre 2025 et qui malheureusement a été refusée par la majorité au Sénat. Alors le jour où la loi a été débattue, Gérald Darmanin était présent dans l'hémicycle. Il a affirmé son soutien à cette proposition de loi faite par Xavier Iacovelli et il a dit que le texte serait retravaillé par la chancellerie. Donc aujourd'hui on attend beaucoup de ça et on espère qu'un nouveau texte sera déposé au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Du coup, le sénateur Xavier Iacovelli et son équipe ont énormément contribué et ont notamment recensé la parole de nombreuses victimes et de nombreux professionnels en lien avec l'obligation alimentaire. Et sinon, Marine et moi faisons le gros du travail médiatique et communicationnel autour du collectif et du projet que l'on porte. À nos côtés, de nombreuses victimes se mobilisent et nous aident au quotidien à trouver des personnes qui pourraient relayer nos actions, des personnes influentes. C'est aussi des personnes qui ont écrit aux sénateurs avant le débat pour essayer de les mobiliser autour du sujet. On est extrêmement aidés et soutenus en arrière-plan, j'ai envie de dire. Et on a aussi de nombreuses personnes qui ont rempli un formulaire et qui acceptent que l'on partage leurs coordonnées aux médias pour qu'ils puissent témoigner comme je le fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des dizaines de personnes qui, par ce biais-là, ont pu témoigner et ça nous a été d'une grande aide et je les remercie énormément d'ailleurs. Alors s'il y en a qui se sentent concernés, ils peuvent tout à fait nous contacter. Alors c'est vrai qu'on a tendance à recevoir beaucoup de messages de personnes qui nous demandent de l'aide. Malheureusement, on ne peut pas aider dans le sens où il n'y a rien à faire, hélas. Et surtout, on n'est pas des professionnels du droit. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de changer les choses à une échelle, on va dire, collective. Et on va avoir du mal à aider individuellement les gens. Ceci dit, on recueille tous les témoignages et on prend effectivement toute l'aide possible. Et si certaines personnes sont prêtes à témoigner dans les médias, on prend aussi leurs coordonnées pour pouvoir après redistribuer au cas par cas quand on nous en fait la demande. Alors les arguments des personnes qui étaient contre cette loi, c'était cette crainte de la charge inversée parce qu'on proposait aux parents de pouvoir prouver qu'il a été un parent bienveillant et du coup on inversait la charge de la preuve. Ça a été très mal perçu parce qu'ils ont eu tendance à dire mais comment prouver qu'on a été bienveillant? J'ai envie de dire comment nous on prouve que notre parent a été défaillant. C'est exactement le même principe, donc si vous vous offusquez du principe dans un sens, offusquez-vous du principe dans l'autre sens également. Mais après sinon c'était pas mal de propos très archaïques soutenant un modèle de la famille qui, je pense, n'est plus forcément d'actualité. J'aimerais leur dire qu'ils ont tous, et ça j'en suis certaine, reçu dans leur boîte mail des témoignages édifiants auxquels je pense on ne peut pas rester insensible. Et je déplore qu'ils soient restés insensibles et qu'ils aient ignoré ces témoignages parce qu'aujourd'hui, quand une personne vient nous dire qu'elle a été violée par son parent durant l'enfance et qu'elle doit payer pour ce parent, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un changement de loi n'est pas essentiel pour la suite. J'aimerais aussi leur dire que mon cas est très loin d'être marginal comme j'ai pu l'entendre. Apparemment, on fait partie d'une petite minorité en tant que collectif. C'est faux. Aujourd'hui, on a lancé une pétition qui a obtenu 30 000 signatures en 12 jours. On reçoit des milliers de témoignages et on le sait, de nombreuses personnes sont concernées. Donc il est temps d'écouter les citoyens et d'œuvrer pour un changement en ce sens. Cette pétition est encore disponible en ligne et ils doivent la signer. C'est hyper important. Aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité politique est très compliquée.
Le gouvernement est surchargé d'informations et de questions critiques à étudier. Et du coup, c'est compliqué aussi de leur apporter ce sujet-là et de leur dire qu'il est important de l'étudier. Donc aujourd'hui, on compte sur la mobilisation d'un grand nombre de personnes pour pouvoir montrer qu'il est urgent de prendre ce sujet en compte. À l'échelle du monde, je ne pourrais pas dire, en tout cas au niveau européen, l'obligation alimentaire existe dans d'autres pays. Et dans certains pays aussi, elle n'existe pas. Par exemple, en Finlande, il est totalement inenvisageable de parler d'obligation alimentaire à la population. La question a d'ailleurs été étudiée il y a quelques années là-bas et les gens se sont offusqués, parents comme enfants, de la possibilité qu'on puisse mettre en place une obligation alimentaire, puisque pour eux, ce n'est pas aux enfants de payer pour leurs parents, mais aux parents de payer pour leurs enfants. Et donc, ça leur paraissait totalement improbable et ubuesque qu'on puisse réfléchir à ce genre de proposition. Ce qui prouve bien qu'il est possible de voir les choses sous un autre angle et qu'il est aussi possible qu'une société fonctionne sans cette obligation alimentaire. Je crois bien qu'en France, on est parmi les plus sévères concernant cette obligation alimentaire-là. Au Royaume-Uni, ils n'ont pas l'obligation alimentaire non plus. Après, en Espagne, Belgique, Portugal, ils sont soumis à l'obligation alimentaire, mais je crois que c'est un peu plus souple. Et je pense que ce qui bloque concrètement en France pour l'évolution de cette loi, c'est un tabou autour de plein de choses, de la maltraitance infantile, enfin des enfants. Je pense qu'on ferme les yeux sur beaucoup de sujets qui sont très importants et ça n'aide pas à faire évoluer les choses. Mais je crois qu'on est sur une bonne voie quand même et on est de nombreuses associations et collectifs à donner de la voix aux enfants victimes de maltraitance et aux enfants devenus adultes victimes de maltraitance. Ah, c'est dur. Je ne saurais pas dire ce qu'est la loi idéale. Je pense que l'idéal, ce serait que l'obligation alimentaire n'existe pas des enfants envers leurs parents. L'OMS a dressé une liste de points qui sont nécessaires à l'évolution correcte d'un enfant. Je crois qu'il y a 7 points qui vont de l'éducation financière, l'éducation tout court. Peut-être qu'on pourrait se pencher là-dessus pour essayer de déterminer un peu la limite entre la bienveillance et la défaillance. Je pense que si la loi change, ça changera. En fait, ça permettra aux victimes d'être replacées justement en tant que victimes et de pouvoir se reconstruire paisiblement sans cette épée de Damoclès. Je pense que c'est tout ce que les gens veulent finalement parce que leur passé ne pourra pas être effacé. Et ça, ils en ont parfaitement conscience. Mais par contre, ils pourront aller de l'avant et vivre une vie finalement plus paisible et concentré sur la reconstruction plutôt que sur cette crainte de devoir un jour être replongé dans un passé difficile ou reconfronté à un parent qu'ils voudraient effacer de leur vie. Ça a été dur de parler, j'avais peur de parler, peur des répercussions que ça pourrait avoir, peur... Ouais, c'est effrayant de parler, mais aujourd'hui je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que se mettre en action, c'est très réparateur et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je dirais aux personnes qui sont concernées aujourd'hui par l'obligation alimentaire et qui ont eu des parents défaillants et qui sont très probablement très affectés par ce devoir qu'ils ont, que malheureusement j'ai pas de baguette magique là, à l'heure actuelle pour les aider, mais qu'en tout cas je vais mener ce combat jusqu'au bout. Et que je ne lâcherai rien avec Marine Gatineau. On est très patiente et on est armés pour faire aboutir un changement et on ne lâchera rien. Voilà. Et qu'ils n'hésitent pas à rejoindre le combat et à aller signer la pétition. Je suis fière de mon engagement. Après, je pense que je suis dans un engrenage très prenant et que j'ai pas encore eu le recul pour voir un peu le chemin qui avait été parcouru, mais je me rends compte quand même effectivement qu'il y a un grand chemin qui a été fait et je suis nourrie chaque jour par tous les témoignages que je reçois et par la bienveillance en fait, des gens qui sans se rendre compte, juste en m'envoyant un petit message pour me remercier, même s'ils n'ont pas à le faire honnêtement, me donnent une force incroyable. Et je suis fière de moi et de Marine et du duo qu'on forme toutes les deux.
Et je suis fière d'avoir pu faire de mon histoire un moteur de changement et de libération de la parole, surtout. Parce que même si pour l'instant la loi n'a pas changé, de nombreuses personnes ont pu parler, se libérer, et c'est déjà énorme. Alors ce qui peut tout faire changer, c'est l'obtention d'un nombre faramineux de signatures, bien évidemment. Ensuite, pour l'instant, il n'y a pas de date clé, on attend vraiment un retour plus au niveau du gouvernement. On continue à parler dans un maximum de médias, à faire connaître toute cette histoire et on espère que prochainement les choses vont bouger. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est effectivement un grand nombre de signatures et une évolution de la loi, que tout ce combat, tous ces jours de congés mis dans la loi, cet argent dépensé dans les billets de train pour venir ici à Paris puisse aboutir à une loi. Ouais, je pense que c'est la chose qu'on peut me souhaiter, qu'une loi naisse et que je puisse retrouver un train de vie un peu plus normal. Vive l'humanité. Soyons humains, empathiques, bienveillants les uns envers les autres, arrêtons de nous juger et ouais, essayons d'être compréhensifs. J'en peux plus de voir des gens être incapables de se mettre à la place des enfants qui ont été victimes de parents défaillants. Même si vous ne l'avez pas vécu, essayez de comprendre, soyez humains. Vraiment, vive l'humanité.